Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Donc à mes côtés, Gwenaëlle Minsan, et donc je suis Sylvie Cromer. Et au nom de Cité Philo, j'ai le plaisir donc de l'accueillir pour son ouvrage au titre éloquent sur le trottoir l'État, la police face à la prostitution, qui a été publié aux éditions du Seuil en 2021. C'est un ouvrage de 344 pages, à l'écriture précise et élégante, issu de sa thèse de doctorat soutenue en 2012, sous la direction de Didier Fassin, thèse qui était intitulée L'État et les illégalismes sexuels, ethnographie et socio-histoire du contrôle policier de la prostitution à Paris. Cette thèse, et donc cet ouvrage, repose sur un long travail ethnographique dans un secteur de la police qui reste normalement fermé aux femmes. Ouvrage aussi solidement contextualisé par le dépouillement d'archives de la mondaine, d'articles de presse et d'entretiens. Cette thèse a d'ailleurs obtenu le prix de thèse de l'Institut du genre. Pour dire quelques mots de notre invitée, Gwenaëlle Minsan, elle est actuellement chargée de recherche au CNRS et travaille non plus sur la police, mais sur les professionnels du social et de la santé qui prennent en charge le sexe, entre guillemets, ordinaire. Après s'être donc intéressée au contrôle des déviances, elle travaille donc sur le gouvernement du plaisir. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous signaler son article « Gouvernement des corps », publié dans l'Encyclopédie critique du genre, sous la direction de Juliette Rennes, à la Découverte en 2016. Pour introduire en quelques mots la conférence, rappelons ou remarquons qu'il n'existe pas en droit français de définition de la prostitution et que, de fait, ce sont donc les policiers, beaucoup plus rarement les policières, représentants de l'État et dépositaires d'un pouvoir juridique, qui se trouvent chargés sur le terrain d'évaluer quelles sont les situations de prostitution. Et donc, la question qu'on se pose très concrètement, c'est comment procède-t-il alors que les catégories du droit sont floues, changeantes au fil du temps, comme nous l'expliquera Gwenaëlle Minsan, en fonction des politiques publiques. Qu'est-ce qui va déclencher l'intervention policière ? Gwenaëlle Minsan procède à une analyse de l'État par le bas, selon son expression. C'est l'étude des pratiques policières qui nous permet d'accéder à la matérialité de l'action publique envers la prostitution. Je vous propose donc de ne pas tarder plus longtemps à suivre notre invité sur le terrain dans son observation des rapports entre la police et les prostituées masculins et féminins, pour comprendre ce que la police du sexe fait au genre et fait du genre. À vous, Gwenaëlle Minsan. Alors, merci à Sylvie Cromer pour cette introduction et puis bonsoir à toutes et à tous. C'est rigolo pour moi d'être ici parce qu'il y a bien longtemps maintenant, c'était moi qui étais étudiante et qui assistais aux conférences à Cité Philo, donc c'est sympathique d'y retourner. De l'autre côté, alors, comme l'a dit Sylvie Cromer, mon ouvrage il porte sur le contrôle de la prostitution et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une entrée, comme elle l'a dit, pour saisir à la fois comment l'État gouverne la sexualité, mais aussi une entrée pour saisir les formes genrées du contrôle social. Alors, comme le titre l'indique, donc il s'agit d'un État sur le trottoir, et donc l'ouvrage s'intéresse particulièrement à la question de la moralisation de l'espace public et de la gestion et du contrôle de la place des femmes dans cet espace public, à travers la régulation de la sexualité, évidemment. Alors, je le dis de manière très abstraite et probablement un peu abrupte, mais c'était juste pour vous dire de quoi ça allait parler, mais finalement, vous le savez déjà. Mais avant de vous embarquer dans le fil de l'ouvrage, en fait, je voudrais commencer par vous raconter une scène ethnographique qui est la scène qui ouvre l'ouvrage, pour que vous ayez en tête ce que moi j'ai observé en tant que sociologue, et du coup que vous puissiez raisonner avec moi et peut-être me suivre au long de cette intervention. Alors, c'est une scène qui se passe en 2007, en avril 2007.
c'est le moment où moi j'entame mon 4e mois de terrain à la brigade de répression du proxénétisme, donc un terrain ethnographique. La brigade de répression du proxénétisme, elle est plus connue dans la littérature ou le cinéma, sous le nom de la mondaine, la brigade des mœurs, etc. Il y a beaucoup de noms pour la désigner. Mais donc voilà, moi je suis en doctorat, au début de mon doctorat, j'entame mon 4e mois de terrain. Et c'est la première fois que les policiers vont me laisser accès à l'observation de leur surveillance. Donc en gros, je les accompagne sur un dispositif de surveillance. Donc en gros, c'est ma première observation, pardon, je m'embrouille. Première observation d'un dispositif de surveillance dans une rue populaire du 18e arrondissement de Paris. Donc cet arrondissement, c'est le quartier de la Goutte d'Or, que vous connaissez peut-être, qui est donc un quartier populaire, qui a connu des vagues successives d'immigration. Donc dans l'après-guerre, c'est des vagues issues de l'immigration maghrébine, puis à partir des années 80, c'est d'une immigration issue de l'Afrique subsaharienne. Et il se trouve que, historiquement, ce quartier à Paris est un haut lieu de prostitution. Vous avez déjà c'est déjà le cas dans l'après-guerre. Et donc ce jour-là, de 16h à minuit, je vais accompagner les policiers qui surveillent un hôtel Born qui est suspecté d'être un hôtel de passe. Un hôtel de passe pour un réseau de proxénétisme ghanéen. Et donc ce jour-là, c'est la 3e surveillance de l'enquête pour les policiers, première surveillance pour moi comme sociologue. Alors, les précédentes planques dans l'enquête, elles ont déjà permis d'identifier un certain nombre de choses. Elles ont permis d'identifier notamment 3 suspects. Alors, le premier de ces suspects, c'est le gérant de l'hôtel. Donc un homme qui passe ses journées au bar de son hôtel et qui est soupçonné d'héberger dans son hôtel des jeunes femmes qui se prostituent et de percevoir un pourcentage sur les passes. Le deuxième suspect, c'est plutôt une deuxième suspecte, c'est celle que les policiers appelleront la mama, en fait, qui est une femme nigériane plus âgée qui fait des tours dans le quartier, qui est suspectée d'être une rabatteuse de clients et aussi de percevoir un pourcentage sur les passes des jeunes femmes. Le troisième suspect, c'est celui que les policiers vont appeler le boiteux, en raison de sa démarche claudicante. Et le boiteux, c'est un employé de l'hôtel qui, en gros, nettoie les chambres, discute avec les jeunes femmes et qui est suspecté, lui aussi, de percevoir éventuellement un pourcentage sur les passes. Alors, il faut donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce quartier, mais en gros, dans le quartier de la Goutte d'Or et dans les mots des policiers, en gros, toutes les personnes, donc que ce soit des proxénètes, des suspects ou des potentielles victimes, et des passants, tout le monde est identifié comme noir ou nord-africain dans ce quartier. Donc, ce soir-là, les policiers cherchent... ont en tête particulièrement 2 objectifs. Le premier, c'est d'établir qu'il y a de la prostitution dans cet hôtel, c'est-à-dire qu'il se déroule des passes, et qu'elles sont régulières. Et donc, pour faire ça, en fait, les policiers vont chercher à dénombrer le nombre de jeunes femmes et le nombre de passes qui se déroulent dans les lieux. Donc ça, c'est le premier objectif. Et donc, ils vont pour ça aussi essayer d'intercepter certains clients après la passe. Le deuxième objectif de la surveillance, ce soir-là, c'est de prouver l'existence du proxénétisme, donc en montrant que le gérant comme le boiteux savent qu'il y a de la prostitution dans l'hôtel, donc ils ne peuvent pas ignorer que les personnes qui viennent pour des passes, que la mama, donc ils doivent aussi montrer que la mama est une rabatteuse et que tous les 3 bénéficient de remises d'argent. Donc ça, c'est les 2 objectifs qu'ils poursuivent. Établir qu'il y a de la prostitution et ensuite caractériser le proxénétisme. Ce soir-là, il y a 5 policières et policiers qui participent à ce dispositif de surveillance. Il y a Isabelle, tout d'abord. Isabelle, elle est brigadier-chef et elle est postée dans un appartement en face de l'hôtel au premier étage. Et donc c'est elle qui va coordonner l'enquête et moi je passe la soirée à ses côtés.
dans le quartier, il y a 3 policiers qui sont en piéton, il y a un autre policier qui est en voiture, donc 4 policiers en tout, et tous sont prêts, donc voilà, tout le monde est connecté par radio et téléphone portable, et ils sont tous prêts à partir sur un signal d'Isabelle. Donc Isabelle, elle a vraiment un rôle de centralisation et de coordination de l'enquête. C'est une enquête qui a déjà commencé depuis plusieurs semaines. Et donc, c'est elle qui va reconnaître, en gros, les têtes déjà connues dans l'enquête. C'est elle qui va apposer des surnoms sur les jeunes femmes quand elle les suspecte de se prostituer. Et donc, moi, en fait, en tant que sociologue, je suis à côté d'elle. Et du coup, j'observe les policiers observant cet hôtel de passe. Et donc, du coup, je vois ce dispositif de surveillance, je vois les va-et-vient dans la rue, donc les va-et-vient de ceux qui sont potentiellement suspects, potentiellement victimes. Je vois les lumières des chambres qui s'allument et qui s'éteignent. Je vois l'intérieur du bar, puisqu'on voit, par lequel rentrent les clients de l'hôtel. Je vois les vendeurs à la sauvette, les femmes aux alentours, les gens qui passent. Et puis, effectivement, je vois aussi le quartier complètement se vider au fur et à mesure que l'heure avance. Et le moment que je voudrais vous raconter particulièrement, c'est le moment où il est 22h, et là, il fait de nuit. Et la rue, donc il faut imaginer, la rue, elle est faiblement éclairée, hein, et la visibilité, elle est assez limitée. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où Isabelle cherche à repérer qui est là, qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe. Et donc, elle observe donc les jeunes femmes qui passent dans la rue et elle cherche à identifier déjà celles qui font des allées et venues dans cette rue. Et donc, elle va chercher à dénombrer le nombre de jeunes femmes qui rentrent dans cet hôtel et qui seraient accompagnées d'un homme qui, lui, va être identifié comme client. Alors parfois, elle va se tromper puisqu'elle va miser sur une jeune femme qui passe mais qui en fait ne fait que s'éloigner, ou alors elle va miser typiquement sur un couple hétéro désassorti et qui en réalité ne fait que passer et s'éloigne aussi. Mais donc voilà, il y a tout un ensemble d'identifications qui marchent ou qui ne marchent pas. Et pour les identifier, donc auprès de ses collègues, puisque tout le monde est en contact, elle va donner des surnoms à ces jeunes femmes. Donc des surnoms qui doivent rendre ces jeunes femmes identifiables pour tout le monde, en gros, pour que tout le monde puisse se retrouver derrière ces désignations. Et donc, elle va donner des surnoms qui ont trait à la corpulence ou aux vêtements, en fait, de ces jeunes femmes. Donc, il y en a une qui va se faire rebaptiser Gros Tété, une autre Sac Rouge, etc. Et évidemment, vous imaginez qu'avec ce genre de désignation, et surtout dans l'obscurité, en fait, parfois, elle va se tromper, confondre les jeunes femmes, et puis elle doit se reprendre. Elle griffonne ses notes, etc. Et évidemment, donc, elle me demande à moi, sociologue, doctorante à l'époque, de confirmer si j'ai déjà vu telle ou telle jeune femme. Et du coup, évidemment, dans cette posture pas spécialement confortable, quand on est en train d'observer des policiers en train de travailler, moi, je lui fais remarquer qu'il est difficile pour eux de repérer et de différencier dans l'obscurité toutes ces jeunes femmes, puisque même moi qui suis là, genre sociologue, en train d'essayer de comprendre qui est là, qui fait quoi, etc., je vois bien que moi-même, je confonds en fait les silhouettes, parce qu'en fait, on voit très peu de choses. Et quand je lui fais remarquer ça, Isabelle va me répondre que, encore pour elle, ça va, c'est facile, alors que pour les collègues, c'est encore plus compliqué. Et là, qu'est-ce qu'elle me dit en me disant ça ? Elle me dit que elle qui est métisse, originaire des Antilles, pour elle, c'est plus simple de distinguer ces jeunes femmes noires dans l'obscurité, alors que pour ses collègues, qui sont quasiment tous blancs, en fait, la situation est plus compliquée. Alors, je m'arrête là-dessus. Je ne vous donnerai pas la suite de la scène ni le dénouement de l'histoire. De toute façon, vous le trouverez dans les premières pages de l'ouvrage si ça vous intrigue. Mais l'idée, c'était plutôt que vous ayez un morceau d'une observation pour qu'ensuite vous puissiez voir avec quoi, à partir de quoi, j'ai raisonné et j'ai construit ce que j'ai construit.
Déjà, ce que vous avez vu, ou ce que vous avez pu sentir, c'est déjà d'entendre comment les policiers vont désigner leur population cible, que ce soit des proxénètes ou des prostituées, et comment ils vont les différencier des simples passants, des citoyens ordinaires qui passent par là. Deuxième chose, vous avez déjà pu aussi entendre comment ils vont apposer une qualification juridique sur leur rôle. Alors pour l'instant, j'ai juste parlé de la prostitution. En fait, la suite de cette histoire, elle raconte comment justement ils vont essayer de qualifier le proxénétisme. Au fond, vous, si vous lisez l'histoire, la suite de l'histoire raconte combien il y a un flou et un arbitraire qui accompagne toute la mise en œuvre du droit autour de la prostitution. Et c'est ça que je voulais vous donner à sentir en vous racontant cette situation. Voilà. Comme le disait... donc cette introduction étant finie, comme le disait Sylvie Cromer, il faut savoir, et c'est pour ça que vous raconter ça, c'est pas seulement vous raconter une petite histoire, mais c'est vous raconter quelque chose qui a une importance politique, puisque c'est bel et bien l'action de l'État qui est en train de se jouer sous vos yeux. C'est bel et bien un moment où le monde social, à travers la police, définit ce qu'est la prostitution, puisque donc, il faut savoir, en droit français, il n'y a pas de définition de la prostitution. Donc, que ce soit dans une rue du 18e arrondissement, comme ce que je viens de vous raconter, ou que ce soit dans le bois de Vincennes, ou peut-être dans le parc de la Citadelle, mais je ne suis peut-être pas complètement actualisée sur la prostitution, bref, je suis peut-être pas au taquet sur la prostitution à Lille, mais en tout cas, c'était dans le parc de la Citadelle à l'époque. Ou alors que ce soit sur Internet ou dans un salon de massage, le policier qui est chargé de réprimer les infractions connexes à la prostitution se retrouve dans la position de définir ce qu'elle est. Et donc, au fond, ce dilemme pratique, il est au cœur de l'activité de police, en fait, et du pouvoir dont disposent les agents de l'État. En gros, ce sont les policiers qui définissent la prostitution. Et c'est partant de ça, en fait, partant de ce constat, que j'ai construit tout mon travail. Oups. Alors, vous pourriez me dire, on pourrait penser qu'au fond, définir la prostitution, c'est un pouvoir dérisoire, puisque souvent, la prostitution, par la force du stigmate qui entoure cette catégorie, elle apparaît sur le mode de l'évidence. Au fond, ce sont souvent des jeunes femmes racisées qui se prostituent dans la rue, exactement comme la scène que je viens de vous raconter. Alors, si on regarde dans le dictionnaire, pour avoir une sorte de définition un peu simple de ce qu'est la prostitution c'est défini comme l'échange de services sexuels contre une rémunération. Alors, si on ajoute quelque chose à cette définition, si on regarde du côté des féministes matérialistes, on voit que c'est pas seulement un échange de services sexuels contre rémunération, c'est que cet échange, il se fait très souvent dans un sens, qui est l'échange d'un service sexuel par des femmes, donc d'un échange de sexualité féminine contre une rémunération masculine. Mais alors, si on prend cette définition, comment on va qualifier une femme qui se fait entretenir dans le cadre du mariage, ou alors, plus proche de l'objet, comment désigner une jeune femme qui se fait offrir des cadeaux en échange de rapports sexuels dans un hôtel de luxe, ou alors, encore, comment désigner des masseuses qui font des massages sur tout le corps, y compris le sexe du client. Est-ce qu'en gros, il faut considérer toutes ces personnes comme des prostituées, ou est-ce qu'elles échappent à la catégorie ? En vous donnant ces exemples peut-être un peu provocateurs, l'idée c'est moins de vous dire ce que c'est que la prostitution ultima ratio, c'est plutôt de vous montrer que c'est moins une évidence, la prostitution, qu'un continuum de situations entre prostitution et non-prostitution, parmi lesquelles les policiers justement vont opérer un tri en distinguant sexualité légale et illégale, d'une part, sexualité légitime et illégitime d'autre part. Et donc, au fond, ces policiers, qui sont des agents de l'État, qui disposent d'un pouvoir juridique, en fait, ils vont se retrouver des agents de l'ordre social et sexuel.
Et donc, au fond, en partant de ce petit, enfin, pas de ce petit, mais de ce micro, si vous voulez, dilemme pratique, au fond, on va avoir tout un ensemble d'opérations de qualification qui vont se déployer. Au départ, c'est qui est désigné comme prostituée. Ensuite, c'est qu'est-ce qui déclenche l'intervention policière. Et la question qui va avec, c'est au contraire, qui est-ce qui passe à travers les mailles du filet. Alors, l'idée, c'est pas de vous dire, en fait, j'observe ces situations et elles se dérouleraient de manière complètement hors sol, où ce serait sans cesse un face-à-face toujours renouvelé entre des policiers et des prostituées. En fait, cette définition de la prostitution par la police, elle est prise donc dans une institution et son histoire. Donc, d'un côté, on a une police des mœurs, historiquement qui a été chargée de la surveillance des déviants sexuels, donc de la prostitution à l'homosexualité, au libertinage, à l'adultère, donc une grande police du sexe. C'est une police qui a un rôle trouble et peu défini, qui a été sans cesse soupçonnée d'être corrompue, cette fameuse image du flic qui maque des prostituées. Face à cette police, on a des prostituées qui peuvent endosser 3 rôles. Alors, si on regarde ça avec des yeux de 2021, on a le premier rôle qui va vous venir en tête, c'est un rôle de victime. Donc, les prostituées peuvent être victimes de proxénétisme, de traite, ou de traite, pardon. Le second rôle, c'est qu'elles peuvent être coupables de proxénétisme elles-mêmes, puisque des prostituées vont aussi maquer des prostituées elles-mêmes. Elles peuvent être aussi coupables de racolage à l'époque, puisqu'on est donc dans la seconde moitié des années 2000, ou elles peuvent encore être coupables d'infraction à la législation sur les étrangers. Et troisième rôle que peuvent avoir ces prostituées, qui est un rôle moins connu, c'est qu'elles peuvent être indiques. Elles peuvent être indiques de la police, puisqu'il faut savoir que les prostituées sont quand même les grandes informatrices de la police, entre autres. Alors, cette histoire de la police, elle est elle-même inscrite dans des rôles institués. Donc, ceux de la prostituée et de son mac face aux policiers virils, charismatiques, qui frayent dans les milieux interlopes et sordides de la pègre et du grand banditisme, ce policier qui sait reconnaître qui est une prostituée, un voyou ou encore un proxénète, qui sait quelle personne est susceptible de devenir un bon indique et de filer des tuyaux, ou alors, au contraire, d'être une victime à arracher aux griffes de son proxénète. Donc en gros, ceci pour vous dire que le policier dispose de savoir-faire pratique, qu'il sait incarner son rôle. Mais cette distribution des rôles et de ces manières de faire que j'ai commencé à évoquer là, en fait, elles vont être bouleversées au début des années 2000 par les transformations d'un côté de la prostitution, de l'autre de la police. Oui. Et alors, d'un côté, on a des transformations de la prostitution. La première chose, c'est la diminution des prostituées dites traditionnelles, donc françaises ou de nationalité française, mais issues de l'immigration maghrébine, qui vont être indépendantes en centre-ville et qui vont exercer dans des studios souvent. Alors, à Paris, on pense souvent à la rue Saint-Denis, par exemple. Et donc, cette prostitution dite traditionnelle, en fait, elle est déclinante. Même dans les années 90, les sociologues ont annoncé la fin de la prostitution, ce qui peut faire rire aujourd'hui, mais voilà, en gros, c'est une prostitution déclinante à l'époque. À côté, on a, suite à la chute du rideau de fer et la mise en place de l'espace Schengen, une explosion des migrations internationales et une explosion de la prostitution étrangère qui va complètement changer le paysage de la prostitution en France. Et donc, où on a une prostitution très nombreuse de jeunes femmes d'origine étrangère sur les trottoirs dans les centres-villes urbains. En particulier donc issus dans un premier temps d'Europe de l'Est, puis ensuite d'Afrique subsaharienne, de Chine et d'Amérique latine.
Troisième élément, dans les transformations de la prostitution au tournant du XXIe siècle, c'est l'explosion aussi de la prostitution masculine et transgenre, qui pouvait atteindre à Paris à l'époque entre 1/4 et 1/3 de la population prostituée à Paris. Et quatrième élément de cette époque, qui caractérise cette époque, c'est le report en partie de la prostitution de rue vers Internet et puis plus tard vers les applis. Et en fait, ces transformations, elles vont rentrer en contradiction avec les routines professionnelles des policiers, avec la manière dont ils ont l'habitude de faire, puisqu'elles vont engendrer, première chose, la perte d'un vivier d'informatrices parmi ces prostituées traditionnelles, parce qu'elles vont engendrer, puisque je vous ai dit donc, que les prostituées pouvaient être indiques, elles vont engendrer une incompréhension face à des formes altérisées de prostitution. Donc les policiers vont dire par exemple, les Noirs on les comprend pas, ou les Chinoises elles ne parlent pas, pour reprendre leurs termes. Elles vont pouvoir aussi, ces transformations de la prostitution, générer un malaise, voire un dégoût chez les policiers quand ils doivent interagir avec des populations avec lesquelles ils ne savent pas ou ne veulent pas interagir. Ils vont dire par exemple qu'ils ne veulent pas de tafiole dans leur bureau. Et donc, sur ces populations-là, avec ces populations-là, les enquêtes vont se faire plus difficiles ou malaisées. Et donc, ces transformations de la prostitution, elles vont avoir un effet direct sur... Elles vont travailler le métier policier, elles vont les obliger à rompre avec leur routine. Donc là, je vous ai parlé des transformations de la prostitution à ce moment-là, mais de l'autre côté, en symétrique, en fait, il y a aussi des transformations de la police qui vont venir bouleverser tout cet ordre des choses. Donc, du côté de la police, en fait, à l'époque, c'est quand même le moment de la mise en œuvre, en fait, de toutes les réformes du nouveau management public qui vont intensifier la pression aux chiffres dans la police et intensifier la pression au nombre de gardes à vue dans la police. Cette concurrence, cette pression, en fait, ça va du coup accroître la concurrence entre services de police, entre services de sécurité publique qui gèrent l'espace public, services de police judiciaire, ceux qui font les enquêtes. Et donc, ça va faire que du coup, les policiers qui font des enquêtes au long cours en police judiciaire, en fait, ils vont devoir raccourcir les enquêtes pour avoir plus rapidement du chiffre. Ça veut dire aussi que comme tous ces services de police doivent faire du chiffre, ils vont se disputer en fait leur gibier de police, c'est-à-dire qu'ils vont se disputer les cibles sur lesquelles ils interviennent, etc. Au même moment, la police, elle est aussi donc ça c'est donc une augmentation de la concurrence entre services de police, une pression aux chiffres, et troisième élément, c'est aussi des réformes. Ces réformes de la police, elles vont aussi transformer les carrières des policiers. Elles vont les inciter à avoir une plus grande mobilité au sein de l'institution, puisqu'ils doivent, un peu comme d'autres professionnels de la fonction publique, ils doivent occuper différents postes, etc. Et ils vont faire que, en gros, les policiers vont progressivement perdre leur savoir-faire aussi, puis ne plus être à même d'entretenir ces viviers d'informateurs, d'informatrices. Le dernier élément qui est important pour comprendre ce qui se passe dans ces années-là, c'est que c'est un moment aussi de féminisation de la police. Alors, bien sûr, vous allez me dire, la féminisation de la police, ça date pas des débuts des années 2000, et c'est vrai. Mais en tout cas, on est dans des services de police qui ont été particulièrement fermés aux femmes. Quand moi, je fais mon terrain, il y a en gros moins de 10% de femmes dans l'effectif. Enfin, ça, c'est pour le principal service que j'observais. Et donc, voilà. Donc, des services où il y a très peu de femmes, et les femmes qui y sont cherchent leur place. Donc, au fond, tout ça pour vous donner un peu tout ce contexte, pour vous mettre un peu les idées en place sur ce que je vais vous raconter. On a donc une configuration de genre, au fond, qui est en vigueur depuis les débuts de l'abolitionnisme en France, où on a des hommes policiers qui vont contrôler, surveiller des hommes proxénètes qui exploitent la sexualité de femmes.
Et en fait, cette configuration-là, cette configuration historique qui, en gros, est en place depuis à peu près une cinquantaine d'années, en fait, elle va être remise en cause par ces transformations et de la police d'un côté et de la prostitution de l'autre. Et donc, au fond, toutes les catégories, enfin, pas toutes, mais les catégories d'action de la police à ce moment-là, elles ne fonctionnent plus. Et donc évidemment tout ça se passe pas hors sol, hein. Tout ça se passe aussi évidemment, puisque on est en train de parler de la police, ça se passe dans un contexte juridique, puisque et donc ce qui se passe dans ces années-là, c'est que cette remise en cause de la manière dont fonctionne cette remise en cause d'un ancien modèle de la police, oulala, je m'embrouille. En gros, il y a un changement de la législation dans ces années-là. Et c'est un moment qui voit l'avènement de ce qu'on a appelé un abolitionnisme sécuritaire, dont le grand instigateur était Nicolas Sarkozy, dont vous voyez une photo qui avait fait la couve des Inrocks en 2003. Parce qu'en fait, 2003, c'est l'année où est mise en place la loi pour la sécurité intérieure qui va redéfinir les politiques de la prostitution. Juste un petit point. L'abolitionnisme, pour ceux qui ne seraient pas complètement au clair là-dessus, l'abolitionnisme, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas l'existence de la prostitution, mais qu'on ne l'interdit pas pour autant, et qu'on estime que la prostitution est une atteinte à la dignité humaine. Là, qu'on est à l'opposé, si vous voulez, des approches dites historiquement de réglementaristes, et aujourd'hui, on est à l'opposé des approches en termes de sex work. Et donc, la politique française, elle va être redéfinie par cette loi en 2003. Donc, il faut imaginer, dans ces années 2000, il y a toutes ces transformations de la prostitution qui sont massives et qui vont animer la classe politique française, mais pas seulement, hein, parce qu'en fait, il se passe à peu près la même chose en Allemagne, il se passe la même chose en Suède ou aux États-Unis. C'est le moment où la Suède va mettre en place la pénalisation des clientes prostituées. C'est le moment où l'Allemagne va au contraire légaliser la prostitution. Et par rapport à toutes ces voies, en fait, la France, elle va donc choisir une voie intermédiaire ou différente. Elle va choisir cette voie de l'abolitionnisme sécuritaire, qui est en particulier donc marquée par cette loi du 18 mars 2003, qui a été appelée loi anti-RACO ou loi Sarkozy ou Sarko, comme voilà. Cette loi, elle infléchit les politiques de la prostitution dans un sens sécuritaire. Donc, première chose, qui est un peu la mesure phare qui a été retenue de ce changement de loi, cette loi, elle étend la définition du racolage à ses formes passives. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le racolage ? C'est inciter quelqu'un à avoir des relations sexuelles contre rémunération, et ce, y compris par une attitude passive. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire. Deuxième élément qui change avec cette loi, c'est que la traite des êtres humains va être introduite dans le code pénal, alors que ça n'existait pas auparavant. Troisième élément, la loi pour la sécurité intérieure va alourdir les sanctions contre le proxénétisme. Alors, petit point, hein, le proxénétisme, c'est défini en France comme le fait de tirer bénéfice de la prostitution d'autrui. Donc là, c'est un peu l'image classique, l'image d'Épinal, du mec violent qui va s'accaparer l'argent d'une prostituée. Mais le proxénétisme, en fait, ça a une définition plus large que ça. C'est aussi défini par le fait d'apporter aide et assistance à la prostitution d'autrui, ce qu'on appelle le proxénétisme de soutien. Le proxénétisme est une définition très large. Donc là, je vous ai parlé du versant sécuritaire de cette loi, mais en même temps, cette loi, elle a aussi un aspect qu'on peut dire compassionnel ou humanitaire, puisqu'elle prévoit des mesures de protection pour des victimes qui dénonceraient leur proxénète. Donc en gros, des victimes de proxénétisme ou de traite qui seraient en situation irrégulière, qui dénonceraient leur proxénète, pourraient bénéficier de titres de séjour provisoire, sous condition, et éventuellement d'un hébergement. Donc ça, c'est l'aspect compassionnel ou humanitaire de la loi. Donc on voit qu'il y a une tension entre ces deux versants de la loi à l'époque. Et donc à l'époque, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ensemble, ou qu'est-ce qui fait qu'on justifie politiquement le fait que ça fonctionne ensemble, hein ? À l'époque, il faut imaginer que la lutte contre le racolage et l'immigration irrégulière, elle va être justifiée politiquement
comme une manière de maintenir l'ordre public et d'identifier les victimes. Donc les deux, en gros, les deux versants de la loi se tiennent, au moins dans les discours de ceux qui portent la loi. Donc si je récapitule, on a les aspects saillants de cette législation. On a, première chose, une absence de définition de la prostitution, qui était le premier truc que je vous ai raconté au départ. Deuxième chose, on a une indétermination des délits de racolage et de proxénétisme. Parce que vous avez vu dans les définitions que je vous ai données, en fait, il y a une marge d'interprétation assez dingue quand même. Et troisième élément, c'est des contradictions, en fait, qui sont inhérentes à la loi et au système juridique qui est mis en place en 2003. Puisqu'il faut imaginer, si vous rassemblez tout ce que je vous ai déjà raconté, qu'effectivement, une même personne, donc une même personne prostituée, peut à la fois être victime de proxénétisme, mais aussi coupable de racolage ou de franchissement illégal des frontières. Et donc, au fond, c'est à la police que va incomber non seulement de pallier l'indétermination du droit, mais aussi d'en agencer les contradictions. Et au fond, ce que moi j'ai essayé de comprendre, c'est au fond, à la fois dans les dilemmes pratiques des policiers, quand ils doivent déterminer est-ce qu'en fait c'est une victime, est-ce qu'elle est coupable. Donc j'ai essayé de comprendre un peu ça, à l'échelle de ce qu'ils font, mais aussi à l'échelle de comment les services de police vont gérer leur concurrence entre eux avec les différentes missions qui leur sont allouées. En gros, comment tous ces services de police vont arbitrer au fond entre compassion et répression. Et au fond, comment ils vont donner réalité à cet abolitionnisme sécuritaire, donc un peu bizarre, qui guide la politique pénale française à ce moment-là. Donc au fond, en gros, pourquoi je m'intéressais à ça, c'était que, en gros, s'intéresser au contrôle de la prostitution, c'était une manière de penser, de me situer plutôt à l'interface entre État et sexualité, là entre police et prostitution. Et alors, pour l'instant, vous avez bien vu comment, en gros, la question qui m'intéressait au départ, c'est comment, au fond, l'État différencie sexualité légale et illégale, légitime et illégitime, déviante et normale, comment on produit la norme sexuelle en définissant la déviance. Mais l'autre question qui m'intéressait, c'est pas seulement ça, c'est en gros, qu'est-ce que ça fait à des policiers, à des agents de l'État, de travailler sur des publics stigmatisés, en raison de leur activité sexuelle. Et donc, au fond, voilà, l'autre question que je me posais, c'est au fond comment la prostitution, elle va produire le métier policier, comment elle, en se transformant, elle va transformer la police des mœurs, son prestige et ses manières de faire, et comment elle va contaminer l'identité des policiers en son sein. Alors ça, c'était peut-être une formulation un peu scientifique, et j'ai peut-être un peu trop... c'est peut-être une formulation de sociologue, mais en gros, l'idée, c'est qu'est-ce que ça fait de travailler pour des policiers sur des populations stigmatisées, comment ça met en jeu leur identité professionnelle, et comment ça définit ce que eux-mêmes sont au sein de l'institution dans laquelle ils travaillent. Voilà. Donc pour essayer de répondre à ces deux grandes questions, j'ai rassemblé des matériaux de terrain. Le premier, donc, j'ai fait plusieurs enquêtes de terrain. La première, donc, enquête, c'est une enquête au long cours. Donc, c'est celle que j'ai évoquée au départ en commençant à vous raconter mes histoires tout à l'heure. C'est une enquête, donc, à la brigade mondaine, qui est une brigade centrale de la police judiciaire parisienne, qui est un service mythique, au passé trouble et prestigieux, et qui a deux missions, essentiellement, qui a deux missions, qui est d'enquêter sur le proxénétisme, ça c'est ce que vous avez vu, mais aussi de surveiller les établissements de nuit à caractère sexuel. Et là, c'est plus le versant renseignement de ce travail de police. Et donc, c'est un service que j'ai accompagné déjà en 2006, justement sur le côté surveillance des établissements de nuit à caractère sexuel à Paris. Et puis ensuite, j'ai passé 7 mois aux côtés des policiers en 2007. Ensuite, le deuxième... Ah oui, pardon. Et juste pour... Enfin, oui, voilà. Et du coup, j'ai observé à la fois le terrain des policiers, un peu ce que vous avez vu, des planques, des surveillances, des interrogatoires, des écoutes, des auditions, mais aussi tout plein de moments informels entre policiers.
Ensuite, j'ai accompagné l'unité de soutien aux investigations territoriales, qui était une création parisienne, directement donc à la suite de cette loi qui change, où on élargit la définition du racolage et où il y a véritablement cette préoccupation d'ordre public qui est très forte, qui est il faut faire disparaître la prostitution des trottoirs parisiens, parce que la loi, elle est beaucoup pensée par rapport à Paris, mais elle est aussi pensée par rapport aux grandes villes en France. Enfin, elle est aussi pensée par rapport à Strasbourg, Rennes, Nantes, Lille aussi dans une certaine mesure, mais moins. Mais en gros, il y a cette idée de faire disparaître la prostitution. Donc c'est pour ça que un des principaux effets de cette loi, c'est de créer ce service qui va être spécifiquement chargé de lutter contre le racolage et qui va faire jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines d'interpellations pour racolage par nuit. Donc ça, c'est le service qui fait un peu le travail de police le moins valorisé de lutter contre le racolage, et je l'ai observé quelques nuits en 2008. Le dernier service que j'ai observé, c'est l'Office central de répression de la traite des êtres humains, qui est donc encore un service de police judiciaire, mais qui dépend directement du ministère de l'Intérieur, et qui est aussi un service relativement prestigieux de police, et qui fait cette fois-ci un travail d'enquête, mais aussi un travail de communication policière. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des policiers qui vont organiser des conférences pour faire valoir le modèle français. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de contextualiser ces enquêtes, à la fois dans le contexte médiatique et politique, de manière un peu classique, en travaillant sur des rapports parlementaires, le traitement par la presse, etc. Puisqu'il y avait... il faut bien imaginer, parce que c'est vrai que peut-être, je ne sais pas ce que vous connaissez du sujet, mais peut-être que ça vous semble un sujet assez lointain, notamment puisque les questions... Aujourd'hui, si on parle de questions de sexualité dans l'espace public, on parle plutôt des questions liées à MeToo, aux violences sexuelles, au harcèlement de rue, etc. Mais il faut bien imaginer qu'en fait, si on se replace dans les années 2000, en fait, la question sexuelle, quand elle est présente dans les médias, c'est la prostitution. Il y a aussi les violences envers les femmes, mais c'est quand même avant tout la prostitution. Donc aujourd'hui, c'est une question qui a disparu des radars et peut-être qui vous semble un peu exotique. Enfin, probablement pas tant que ça, puisque vous êtes là. Mais en gros, c'est pour dire la manière dont à la fois dont l'État prend en charge la sexualité et la manière dont les médias parlent de sexualité ou de politique sexuelle, c'est la prostitution dans les années 2000. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai été dépouiller la presse dans ces années-là et essayé aussi d'aller voir à la fois tous les échanges d'intellectuels, de tribunes autour de ces questions, et puis aussi d'aller voir comment on en parlait dans les faits divers, puisque c'était une manière aussi de raconter ça. Il y avait beaucoup de reportages qui défrayaient la chronique. Voilà. Après, j'ai travaillé sur des archives à la fois de la mondaine, de la mondaine depuis les débuts de l'abolitionnisme en France. Peut-être que je suis un peu longue. Je sais encore un petit peu. Ou peut-être que je suis trop académique, je suis navrée. Donc en gros, tout ça, tout ce que j'ai rassemblé, que ce soit sur ces services de police ou sur l'histoire de ces services ou sur comment ils étaient pris dans un contexte médiatique, politique et moral, tout ça, ça me permettait de saisir ce que j'ai appelé la police du sexe, mais la police du sexe dans, on va dire, sa polysémie ou son ambivalence structurelle. Parce que l'idée, c'était quand même que, et ça vous avez un peu, vous l'avez senti dans ce que je vous ai raconté depuis le début, c'est que c'est une institution qui est mandatée au nom du droit, mais c'est aussi une institution qui est productrice de normes sociales et sexuelles. C'est un corps professionnel des policiers, mais en même temps, on voit bien qu'ils sont pris dans des fonctions plus larges de contrôle de la sexualité. Et en fait, moi, ce qui me frustrait beaucoup à l'époque, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de travaux de recherche sur cette police du sexe, et qu'en fait, très souvent, on parlait des lois qui entouraient la prostitution, mais on ne parlait pas de la manière dont elles étaient appliquées. Et donc, quand vous voyez le bordel que c'est, vous pouvez imaginer tout l'intérêt d'aller voir comment fonctionnait en fait, comment on réussissait à faire que ces lois soient appliquées ou pas, ou comment elles étaient interprétées. Et donc, du coup, c'était ce qui m'a, en tout cas, c'est ce qui m'a intéressée. Donc, pour saisir cette
police du sexe, c'est sous ces... Enfin voilà, j'ai essayé de la comprendre sous différentes facettes. Hein. La première partie, elle porte sur l'histoire. La seconde partie, elle porte sur le travail. Et la dernière partie, sur les imaginaires. Pour le dire... Alors, vous avez le plan de l'ouvrage qui est derrière vous. Pour le dire hyper rapidement, en essayant de pas le dire trop rapidement, ce qui fait que c'est imbitable. La première partie, donc, elle porte sur l'histoire de la mondaine et elle porte sur comment la police se fait dessaisir de ses prérogatives envers le sexe. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, allez, vous pouvez aller regarder le bouquin. La deuxième partie, elle porte sur le travail de police et justement comment ils vont interpréter le droit. Et ça, c'est ce que je vais vous raconter maintenant plus longuement. Et la troisième partie, donc, elle porte sur ces imaginaires ou ces normes dans lesquelles s'inscrit le travail policier. En gros, ce que j'essaye de comprendre, c'est, au fond, qu'est-ce qui sert de référence parmi les discours médiatiques et politiques aux policiers quand ils vont intervenir vis-à-vis de la prostitution. Et évidemment, mon truc, ce sera évidemment de dire que c'est certainement pas les controverses entre intellectuels et politiques qui vont nourrir ces policiers, mais bien au contraire, une vision développée dans les faits divers ou dans les fictions. Et le dernier chapitre, il porte, si vous voulez, sur l'inverse, c'est en gros comment la police informe nos représentations à nous de la prostitution et de la bonne manière de la gérer. En gros, qu'est-ce qui fait que la prostitution, elle est perçue, au fond, comme un problème de régulation de l'immigration, comment elle est perçue de manière racialisée, segmentée, etc. Et en gros, tout le truc, c'est d'essayer de montrer comment la police construit nos représentations de la prostitution, comment les représentations policières se diffusent dans les médias, tout en taisant leur nom. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'ensemble, mais moi, ce que j'avais envie de vous raconter principalement, c'est un peu ce qui fait le cœur de l'ouvrage, c'est la perturbation au début des années 2000 d'un entre-soi masculin du contrôle de la prostitution. Au fond, moi, ce qui est le cœur du bouquin, c'est au fond comment la police du sexe, c'est aussi une police du genre. Alors vous allez me dire, dit comme ça, oups, poup, poup, poup. Je m'emballe, donc du coup, je passe les slides un peu trop vite. Voilà, ce qui m'a intéressée, c'est qu'effectivement, il y a un entre-soi masculin du contrôle policier qui va être perturbé, qui est perturbé historiquement, mais qui est aussi perturbé par le type de recherche que je faisais à cette époque. En fait, il faut bien voir que quand on étudie la police et son travail, en fait, souvent, on observe le contrôle des hommes par les hommes. Alors, évidemment, si on pense aux troubles à l'ordre public, au contrôle d'identité, au trafic de stupes ou au maintien de l'ordre en manifestation, en fait, principalement, ce sont des hommes qui sont contrôlés. Mais même si on pense à la délinquance financière, en fait, c'est principalement des hommes qui sont contrôlés. Donc, en fait, au fond, on pourrait dire que la police et son travail, c'est l'institution du contrôle des hommes par les hommes, principalement. Et en plus, si vous rajoutez à ça le fait que la sociologie de la police, très longtemps, ça a été une sociologie faite essentiellement par des hommes, sociologues. Et donc, en fait, vous avez des hommes regardant d'autres hommes, contrôlant d'autres hommes. Et donc, évidemment, il se trouve qu'on ne s'est pas beaucoup intéressé au genre en sociologie de la police. Et quand on s'intéresse à la police du sexe, en fait, en soi, ça vient brouiller les frontières. Déjà, en fait, la police du sexe, ça implique de prendre en compte des victimes, alors que ces infractions, les infractions que je viens de vous citer, pour la plupart, il n'y a pas de victimes. Et deuxième chose, dans le cas de la police du sexe, en fait, la plupart des victimes sont des femmes qui viennent donc troubler cet entre-soi masculin du contrôle. C'est valable pour la traite ou le proxénétisme, mais c'est aussi valable pour les violences sexuelles, puisqu'effectivement, les femmes en sont principalement victimes. Mais donc, à la fois, ça oblige à penser la place des femmes dans ce travail de police, mais en même temps, l'ordre du genre reste en place, puisque principalement, ce sont des hommes qui exploitent la sexualité de femmes. Et donc, les hommes sont les coupables, les femmes les victimes. Donc, on a déjà ce premier... en gros, c'est-à-dire regarder la police de la prostitution, la police du sexe, c'est déjà être obligé d'introduire un tiers. C'est obligé de poser la question de la victime et c'est obligé de poser un peu la question du genre. Et en plus,
à cela, donc, ça c'est le regard du sociologue qui, voilà, enfin, de la sociologue, entre autres, enfin, pas entre autres, mais voilà, quoi, qui oblige à voir autre chose en plus, et en plus, à ça s'ajoute ce changement historique que je vous ai raconté, hein. Donc, historiquement, on avait donc des hommes policiers, donc depuis les débuts de l'abolitionnisme, hein, depuis la fermeture des maisons closes, on a des hommes policiers qui contrôlent principalement, donc, des hommes qui exploitent la sexualité de femmes. Donc ça, c'est une configuration majoritaire qui, en fait, va fonctionner comme une norme. Et en fait, cette norme, elle va être tiraillée, donc, tiraillée par ce que je vous ai raconté, tiraillée du côté de la police, parce que la police se féminise, et même si c'est limité, en fait, effectivement, ça va introduire du trouble dans le genre du policier. Et de l'autre côté, les transformations de la prostitution dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, elles ont une incidence directe, puisque le proxénétisme nigérian puis ghanéen qui va se développer, enfin ghanéen puis nigérian qui va se développer dans les années 2000 et qui est très important à Paris, en fait c'est un proxénétisme où il y a beaucoup de femmes qui sont proxénètes, donc beaucoup de femmes potentiellement coupables. Et puis c'est effectivement, ça je vous l'ai déjà dit, c'est aussi un moment où il y a une explosion de la prostitution masculine et transgenre, donc il y a aussi des hommes victimes. Donc on voit bien qu'il y a un tiraillement de l'ordre du genre et des représentations, des stéréotypes qui sont en place. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de toutes parts, en gros, cette norme, elle est tiraillée, et pourtant, en fait, cette norme, elle va résister. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment ça résiste. En gros, comment se met en place tout un système dans la police pour, au fond, si vous voulez, pas forcément, enfin, résister, ne pas s'adapter, au fond, aux transformations de la prostitution, en particulier du point de vue du genre. Alors, ce que je raconte, j'essaye d'analyser ça de deux côtés. Du côté de ceux qui contrôlent, de qui peut contrôler, et aussi du côté de ceux qui sont contrôlés, qui rentrent dans les mailles du filet ou qui passent à travers les mailles du filet de la police. Donc, le rôle, ce que j'ai, enfin voilà, en gros, ce que, donc du côté des policiers, en fait, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en gros, le rôle policier, en fait, il repose, donc, alors, pour le dire un peu, donc, je vais le dire avec des termes de sociologue, puis ensuite j'essaierai de rendre tout ça peut-être plus limpide, et j'espère que ça l'est. Donc, le rôle de policier des mœurs, en fait, il repose sur une performance de virilité policière qui implique un travail émotionnel au masculin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase un peu lourde ? Je vais vous détailler ça. Alors, déjà, donc, de quoi je vous parle ? Je vous parle donc du travail d'enquête, donc d'un travail de police où l'usage de la force est moins central que d'habitude dans le travail de police. C'est-à-dire, si vous faites du maintien de l'ordre, si vous êtes en police de sécurité publique, si vous êtes en patrouille, etc., très souvent, la question de l'usage de la force se pose. Et c'est ça qui définit la police. Et c'est ça qui préoccupe beaucoup les sociologues. Mais là, on est dans du travail d'enquête. Et donc, en fait, au fond, l'usage de la force est beaucoup plus anecdotique, entre guillemets, en tout cas beaucoup moins central. Et ce qui est central dans ce métier de police, c'est comment on recrute des indiques, parce qu'en fait, les indiques, c'est ça qui permet de lancer une enquête, et c'est ça qui permet de faire son travail. C'est aussi un élément, donc, de distinction entre policiers. Alors, donc ça, c'est un peu une précision sur ce travail de police. Et au fond, comment toute cette question, pourquoi je vais me poser cette question du travail émotionnel, des émotions sur mon terrain, alors même qu'en fait, les sociologues de la police, ils s'intéressent essentiellement à la question de la violence et l'usage de la force, hein, donc dans la lignée du travail de Max Weber sur le monopole de la violence légitime, hein, puisque la police, c'est l'institution qui dispose du monopole de la violence légitime. En gros, moi, sur mon terrain, j'arrive dans les années 2000, donc et au fond, c'était une période, donc suite à cette loi, où les violences policières envers les prostituées étaient extrêmement médiatisées. Donc moi, en fait, je m'attendais à deux choses, au fond, soit avoir des situations de violence, soit autre chose, autre versant, voire des situations très neutro-anodines, au fond, des situations qui correspondrait plus à ce qu'on imagine au guichet d'une administration. Parce que là, effectivement, ça vous fait peut-être un peu bizarre, mais au fond, ce dont je suis en train de parler, c'est des agents de l'État, des citoyens qui se font face. Et donc moi, c'était un peu ça qui m'intéresse. Et au fond, ce que je vais voir, c'est plutôt que... Enfin,
pas au fond ce que je vais voir, c'est que moi je m'attends donc soit à des violences, soit à des situations plus neutres, et en fait au fond je vais assister à tout un déploiement d'émotions complètement inattendues sous mes yeux dans ce travail de police. Une grande familiarité, beaucoup de blagues grivoises, beaucoup de jeux, beaucoup de farces, etc. Et puis effectivement d'autres moments qui étaient plus de l'ordre de la violence ou de la colère, etc. Et en fait au départ je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi tout cela se passe, je ne comprends pas qu'est-ce qui se joue en fait. Et en fait, donc, je vais essayer au fur et à mesure, donc, en observant ces situations, etc., de comprendre ce qui se joue et puis de comprendre quel type d'émotion, enfin, à quoi je suis en train d'assister, puisque moi, je suis en train de me perdre sur mon terrain. Et au fond, ce dont je vais m'apercevoir, c'est qu'en fait, il y a trois types d'émotions ou de registres émotionnels qui sont mobilisés par ces policiers. Le premier, en fait, c'est ce que j'ai appelé un registre familier, où les policiers, en gros, vont user de séduction hétérosexuée légère vis-à-vis de certaines prostituées, ou alors de paternalisme, quand ils vont leur conseiller comment se prostituer de la manière la plus légale possible. Ou alors, les policiers vont plutôt être dans un rapport de camaraderie viril avec certains hommes proxénètes. Ensuite, le second registre que je vais retrouver, second registre émotionnel, c'est un registre qui est plus de l'ordre du conflit, qui va emprunter, on va dire, à la colère, quand les policiers vont essayer de faire avouer un suspect ou une suspecte, ou alors un registre conflictuel quand il va s'agir de faire démonstration de sa force dans les interpellations, quand il y a des conflits, quand il y a des suspects qui résistent, etc. Et puis, il y avait effectivement, donc, troisième modalité, c'est un peu donc, ce qui était finalement plus neutre, au sens d'une neutralité bureaucratique, c'est-à-dire quand les policiers allaient être très distants des suspects ou des victimes qu'ils allaient interroger. Il y avait deux registres qui étaient absents dans ce que j'observais, c'était le désir sexuelle, puisqu'il faut imaginer quand même que c'était possible, et autre chose, l'empathie. C'est-à-dire, et ces deux émotions-là n'apparaissaient pas. Et au fond, donc, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que moi je vois en passant des mois, en essayant de mettre bout à bout tout ça. Et au fond, donc, c'est pas non... donc en fait, je m'apercevais que ces émotions, elles étaient en nombre limité, et qu'en plus, elles étaient genrées. En gros... c'était pas seulement de la familiarité, du conflit ou un truc plus distant, c'est qu'en fait, cette familiarité, elle était genrée. Alors, vous l'avez déjà, évidemment, ça apparaît déjà. On imagine bien que la séduction hétérosexuelle ou le paternalisme, ça l'est. Mais en tout cas, il y avait une manière de décliner le rôle policier au masculin. Et ce qui m'intéressait, en plus de tout ça, c'est que vous allez me dire, mais non, c'est juste que les policiers, ils sont sympas ou pas, etc. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, en faisant parler les policiers, en les interrogeant sur ces émotions, sur la manière dont ils allaient s'engager vis-à-vis de leur population cible, on voyait que, les policiers, en gros, me disaient qu'au fond, ça ne traduisait pas des affinités électives ou, au contraire, une antipathie pour les personnes, en fait, mais ça faisait partie de tout un répertoire d'actions, d'émotions qu'ils apprenaient à mettre en forme pour faire parler une victime, pour recruter un indique, etc. Donc, il y avait un apprentissage. Et moi, je le voyais, parce que j'ai passé 7 mois avec ces policiers. Il y a des policiers qui arrivaient en même temps que moi, et donc je les ai vus changer, se transformer sous mes yeux. Par exemple, prendre moins de temps pour parler aux victimes, etc. Ou aussi soi-même s'approprier ces codes virils d'interaction. Donc, il y a un apprentissage des émotions. Et puis, il y avait aussi un encadrement par la hiérarchie intermédiaire de ces émotions. C'est-à-dire, en gros, on disait à tel policier qui était en train de faire une audition avec telle prostituée, par exemple, qu'il fallait être sympa parce que potentiellement, elle pourrait balancer une affaire pour une prochaine enquête. Voilà. Cette performance, pardon. Et je suis désolée, et du coup, je reviens à cette première phrase au départ. Travail émotionnel, c'est une notion qui est empruntée à Harley Hochschild. C'est un terme qu'utilisent les sociologues pour dire qu'il y a un travail sur ces émotions. C'est pas juste un déferlement des émotions. Voilà. Genre, je suis inquiète, je me demande si cette conférence vous plaît, mais c'est que je travaille sur le fait de manifester cette inquiétude, peut-être. Bon, là, c'était une impro.
Et j'essaye de voir si on peut faire rire des gens, même si la température de la salle baisse. Mais peut-être que vous serez tous congelés à la fin de tout ça. Bref, un travail sur les émotions. Donc, en gros, l'idée, c'est que la personne travaille à manifester certains types d'émotions pour réaliser un travail salarié ou professionnel. Et c'est une notion qui a été forgée par les féministes matérialistes pour, en gros, dénoncer le fait que dans les métiers du care, on ne reconnaît pas le travail des femmes sur leurs émotions pour montrer de l'empathie, pour accompagner des personnes en difficulté, etc. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était dans le cas d'une profession où on a des hommes, et donc, a priori, où on ne pense pas le travail émotionnel, de montrer que justement, ces hommes-là, ils travaillaient aussi sur leurs émotions pour réussir à être de bons flics ou des flics performants, au sens de... ils recrutent des informateurs, ils arrivent à faire parler les personnes en audition, ils réussissent à en imposer physiquement, etc. Et que tout ça, c'était un travail sur soi. D'où le fait de dire que qu'il y a un travail émotionnel réalisé par ces policiers. Alors... Ouais. Bon. Oui, pour que vous puissiez pas. Alors, pardon. Alors, c'est pourquoi c'est intéressant de dire ça. Alors, je le fais juste en mode teasing, et puis voilà, ceux qui ont envie de lire l'ouvrage le liront. En fait, c'est intéressant de dire ça, qu'il y a un travail sur les émotions, qui est réalisé par ces policiers, parce que ça permet d'expliquer aussi comment les policiers vont essayer de définir qui peut être policier et qui ne peut pas l'être. Et en gros, cette performance de virilité policière, les policiers vont la définir comme la bonne manière de faire la police, et ils vont bloquer. Alors, d'une part, ils vont bloquer les recrutements de certaines femmes, et ils vont aussi mettre des freins à d'autres manières de faire, d'autres manières plus empathiques, etc., vis-à-vis des informateurs. Et donc, en fait, ça va, en gros, limiter la féminisation de ces services. Et puis, quand bien même il y a des femmes, en fait, dans la division sexuée du travail, en gros, on va tenir les femmes à distance du travail, de contact avec les informateurs. Donc ça, c'est... En fait, au fond, on voit comment, en s'intéressant dans une profession, on n'aurait pas anticipé ça, aux émotions, on voit comment se constitue autour de ce travail sur les émotions des verrous pour limiter l'accès des femmes et la transformation des manières de faire. Parce qu'au fond, j'ai aussi vu des hommes qui, arrivant dans ce service avant justement de s'être conformés, qui pouvaient avoir justement une démarche plus empathique, mais qui en fait était une démarche qui n'était pas valable dans ces services de police. Alors, pour essayer juste quand même de vous donner juste un tout petit vue sur ce qu'il y a dans le livre, ça a un effet sur les policiers, mais ça a aussi un effet sur les publics cibles de la police. En gros, cette manière de faire, ce rôle policier au masculin, ça va définir aussi qui peuvent être les publics cibles de la police. Et au fond, clairement, ça va bloquer avec ceux qui sont les déviants à l'ordre du genre, que sont les femmes proxénètes et les hommes victimes. Et donc, ça a un double effet. Voilà. Donc, j'essaye de montrer comment, dans les enquêtes, en fait, ces populations-là vont se retrouver éliminées des enquêtes ou, en tout cas, pas considérées comme des cibles intéressantes de la police, sauf éventuellement dans les cas où il y a une intervention de la hiérarchie policière ou des plaintes qui sont déposées. Mais au fond, tout ça, ça a pour effet ce que j'essaye de montrer, c'est voilà, comment cette manière dont on construit un rôle policier au masculin, ça verrouille qui peut être policier, mais aussi qui peut être la cible des enquêtes. Et donc, en fait, on voit que ce monopole masculin, il maintient une police du sexe qui s'intéresse toujours aux femmes victimes et aux hommes coupables. Voilà, pour juste peut-être conclure. Alors, je me permets juste de prendre encore 2 minutes pour vous raconter un peu ça, parce qu'en fait, peut-être que c'est comme ça que je vous raccrocherai ou vous réveillerai. Moi, il me semble que ce qui est intéressant, c'est ce que j'essaye de raconter dans le bouquin, c'est que s'il y a bien une police du sexe, il n'y a pas de politique de la sexualité dans la police, au sens où, déjà, il ne faut pas penser que parce qu'il y a des services de police spécialisés, il y a une politique de la sexualité, au sens où, en permanence, ce qu'on voit, c'est que la police va... c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coordination entre les services de police et que l'intervention de la police sur la sexualité va retraduire les principes des politiques à partir de ces hiérarchies internes.
C'est-à-dire qu'avant tout, ça va être la chasse aux bandits, le maintien de l'ordre public qui vont faire qu'on intervient plutôt sur telle ou telle forme de violence sexuelle, de prostitution, de proxénétisme. Et donc, en fait, il y a un truc un peu trompeur à avoir des services de police spécialisés, mais en fait, avant tout, c'est la police qui intervient. C'est un livre, donc vous avez compris, hein, j'ai fait ces observations dans la deuxième moitié des années 2000, donc en fait, au fond, c'est devenu un livre d'histoire, quasiment, sur les politiques sécuritaires sous Sarkozy, mais il me semble que c'est intéressant parce que c'est un moment où ça bascule, c'est-à-dire que c'est un cas emblématique de tout ce mouvement de pénalisation des questions sexuelles. En gros, ce qui se passe pour la prostitution, le fait qu'on traite cette politique sexuelle sous l'angle pénal, en fait, on va le retrouver plus tard avec le harcèlement de rue, on va le retrouver plus tard avec les réponses qui vont être apportées à MeToo. Et dernier élément, et ça je vous l'ai déjà un peu dit, c'est qu'au fond, on est dans un moment historique assez particulier où on n'a jamais autant parlé, sauf peut-être dans les années 70, et encore ça se discute, on n'a jamais autant parlé de questions de féminisme, de genre, de sexualité. Et dans toute cette effervescence, en fait, la prostitution s'est retrouvée oubliée. Alors, en tout cas, la question n'est plus posée, probablement parce qu'elle divise trop. Mais voilà, donc on est dans un moment d'extension des questions sexuelles, mais d'oubli de la prostitution paradoxalement, ce qui fait aussi peut-être la bizarrerie de ce livre, conçu à un moment où c'était la grande conçu, en tout cas, les enquêtes ont été faites à un moment où c'était la grande question sexuelle, et au fond, où aujourd'hui, elle n'est plus là. Voilà, merci pour votre attention et votre résistance au froid. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwenaëlle Minsan, pour ce très riche exposé, cette conférence, parce qu'à la fois, vous nous avez donné à voir le travail de la police du sexe, avec cette chose étonnante. Moi, j'avoue que quand j'ai lu le livre, c'est ce qui m'a vraiment étonnée, ce travail sur les émotions. On ne s'attend pas à voir dans ce domaine-là. Et puis, au cours de la conférence, vous nous avez aussi donné à voir le travail de la sociologue. Et ça, je trouve que c'est très important de voir finalement comment on travaille, comment on se pose des questions, etc. Alors, maintenant, la parole est dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, il y a tout de suite des questions. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a un micro, oui. Ou... Alors, il y a là... Merci. Bonsoir. En fait, je voulais vous demander si vous avez des idées de ce qui s'est passé depuis la pénalisation des clients. Parce que je pense que ça a quand même dû changer des choses dans l'attitude de la police avec les prostituées aussi. Parce que le fait de pénaliser les clients, ça veut dire qu'on pénalise aussi des hommes qui ne sont pas des proxénètes. Et voilà, c'est tout. On en prend peut-être plusieurs questions. Là, il y avait une question de Francis. Là, une question. Je crois que vous vouliez poser une question. Ah ben là. En fait, on enregistre les questions. Okay. Je suis désolée, par contre, j'ai 4 questions. D'abord, je voulais juste savoir tout simplement ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là pour quand même en faire une thèse, parce que c'est quand même conséquent. Ensuite, je voulais savoir comment vous avez réussi à convaincre les policiers pour faire partie de leur travail et les accompagner, en fait, parce que... comme vous l'avez dit, c'est un milieu assez fermé et viril, donc voilà, je vais me demander comment vous avez fait. Pour la loi Sarko dont vous avez parlé, je me demandais si, peut-être en parlant à des prostituées ou même en voyant dans votre travail, est-ce que vous avez vu qu'il y avait vraiment des mesures de protection, vraiment vous en parlez de cette mesure de protection pour les personnes qui dénoncent leur proxénète, est-ce qu'elles ont vraiment eu lieu aussi? Parce que je savais pas du tout que ça avait eu lieu. Et je voulais savoir si vous aviez également fait des entretiens avec donc des travailleuses du sexe. Et si oui, est-ce que le fait que vous travaillez aussi avec la police, ça n'a pas rendu difficile d'établir une relation de confiance avec eux et de pouvoir travailler avec elles? Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Vous me dites si je me trompe? Ah non, excusez-moi.
Vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'à un moment, vous avez dit que la représentation de la prostitution était façonnée par les représentations policières. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'espace public, les représentations de la prostitution sont surtout façonnées par les associations abolitionnistes. Et je sais pas comment c'était au début des années 2000, mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, en fait. Parce que vous avez parlé d'abolitionnisme, mais j'ai pas... Enfin, comment dire, j'ai du mal, du coup, à retrouver la place de l'abolitionnisme dans le travail policier et dans les représentations policières. Voilà. Ouais. Yep. Alors, merci pour les questions. Alors, je vais peut-être commencer par celles qui me sont plus simples, donc peut-être pas dans l'ordre des questions, mais comme ça, après, ça me laisse le temps de me retourner. Pourquoi travailler sur ce sujet ? En fait, j'ai eu l'idée de travailler sur ce sujet au départ, pour le dire simplement, parce que j'ai été étudiante à Hambourg pendant 1 an. Et voilà, pour ceux qui connaissent ou pas la ville, Hambourg, c'est une ville où il y a un gros quartier de tourisme sexuel, mais qui est aussi un quartier de sortie, qui est le quartier où il y a plein de salles de concert, de boîtes de nuit, etc. Il y a le club mythique où les Beatles ont joué une des premières fois. Et donc voilà, le quartier où je sortais, où j'étais assez frappée par l'omniprésence de la prostitution et puis tout un ensemble d'activités de loisirs. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de travailler sur la prostitution. Au départ, je voulais travailler sur comment la prostitution s'inscrit dans l'espace urbain, dans le tissu urbain, etc. C'était plutôt ça qui m'intéressait au départ. Après, il s'est avéré qu'en France, ça a été, on va dire, trop dangereux, et que c'est pour ça que je suis passée du côté des institutions. Enfin, j'ai eu plusieurs problèmes pour ma sécurité sur mon terrain, donc voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le sujet. Comment j'ai convaincu les policiers de faire partie de leur travail ? En fait, au fond, c'est directement lié à ça. C'est quand j'ai contacté la police, en fait, c'était parce que mon terrain, justement, en fait, au départ, je voulais travailler sur le quartier d'Hambourg, mais j'ai travaillé à Pigalle, à Paris. Donc Pigalle, il y a 15 ans, hein, donc pas comme aujourd'hui. Beaucoup moins gentrifié, effectivement, il y avait encore du travail du sexe, mais en fait, ça s'est pas bien passé. Donc là, j'ai commencé à vouloir faire des entretiens avec les différentes administrations et institutions qui intervenaient dans ce quartier, les conseils de quartier, mairie d'arrondissement, la police, etc. J'ai contacté la police pour faire juste des petits entretiens. Enfin, en tout cas, éclairer tout ça. Et puis finalement, en fait, je me suis retrouvée prise au jeu. Et puis mon terrain à côté marchait pas du tout. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler sur la police comme ça. Donc les deux. Et donc, mais c'est aussi pour ça qu'on m'a acceptée. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, moi, j'ai demandé juste quelques entretiens. Puis en fait, finalement, j'ai passé comme ça quelques mois en master. Et puis ensuite, vraiment des mois à plein temps en thèse. Donc voilà, sur un malentendu, c'est comme ça que ça a marché. Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu des mesures de protection suite à cette loi ? Oui, il y en a eu, qui ont été essentiellement déléguées aux associations d'accompagnement, d'aide aux prostituées, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, précisément, cette loi, elle avait un versant pénal et humanitaire, mais en fait, toute la dimension humanitaire, elle était déléguée à des associations qui allaient accompagner les prostituées, qui allaient les accompagner, parce qu'il y avait justement cette mesure qui permettait à ces prostituées éventuellement d'obtenir un titre de séjour, sous condition, hein, il y en avait pas tant que ça à la clé. Et donc, en fait, les policiers ne faisaient que valider en plus l'action des associations. Mais est-ce que ces mesures de protection marchaient ? C'est-à-dire que, en réalité, souvent, les associations, malheureusement, allaient proposer plutôt des cours d'alphabétisation, beaucoup aussi de... Alors, les associations abolitionnistes étaient pas mal critiquées pour ça. Elles proposaient des formations qui n'étaient pas professionnalisantes. Donc, il y avait des personnes en situation irrégulière qui avaient un titre de séjour provisoire à qui on proposait des cours de couture. Et donc, voilà. Donc, en fait, on voit bien aussi dans quelle mesure, en fait, l'État veut investir dans certains domaines et dans quelle mesure il n'a pas pris pleinement en charge l'aspect social, en fait, de cette politique.
Est-ce que j'ai fait des entretiens avec des travailleuses du sexe ou des travailleurs du sexe? Non. Je me suis beaucoup posé la question, parce qu'effectivement, en fait, tout le monde me la pose, et moi-même, je me la posais. Mais il y avait, en gros, ce que je me demande... Enfin, pour le dire clairement, quasiment tous les sociologues qui vont faire, ou les journalistes, par ailleurs, qui vont faire des enquêtes sur la prostitution, comment ils ont accès à la prostitution, parce que c'est des terrains compliqués, et aussi des terrains très, j'allais dire convoités, enfin, en tout cas très sollicités, en fait, et ben en fait, ils passent à chaque fois par des associations, que ce soit donc à Paris, ça va être le Bus des femmes ou le Mouvement d'Uni, le Lotus Bus avec Médecins du Monde qui s'occupe de éventuellement avec le Stras, mais c'est un peu différent. Et donc en fait, moi, je me demandais dans quelle mesure parler avec des travailleurs du sexe qui forcément du coup, des travailleurs du sexe ou des prostituées étaient forcément très spécifiques. C'est-à-dire, si j'allais avec l'amicale du Nice, ça aurait été principalement des prostituées nigérianes, ghanéennes, éventuellement chinoises. Et en fait, je me retrouvais avec un problème de correspondance entre les deux populations. Et donc, c'est vrai que j'ai renoncé à faire ça. Et donc, moi, j'aborde la prostitution à travers ce que la police fait à la prostitution. Et peut-être aussi, pour le dire autrement aussi, il me semblait que c'était ça, l'angle mort. En fait. C'est-à-dire qu'à la fois, au moment où je commence à faire ce travail, en gros, il y a beaucoup de gens, de juristes ou de commentateurs qui vont parler du droit, genre comment ça se passe, les politiques de la prostitution, etc. Et c'est contradictoire, hypocrite, gna gna gna, etc. Et puis de l'autre côté, il y avait beaucoup d'enquêtes sur la prostitution, parce qu'en fait, c'était très visible. Donc que ce soit des enquêtes qui étaient financées qui étaient financées soit par des mairies, par exemple, qui allaient chercher à comprendre comment ça se passait, est-ce que c'était des situations d'exploitation ou pas, d'où venaient les personnes, ou alors financées par la recherche sur le sida. Et donc, moi, en travaillant sur la police qui intervenait sur la prostitution, en fait, c'était précisément ce que personne voulait aller voir. C'est-à-dire parce qu'on n'allait pas voir entre le droit et les prostituées, quoi. Celles qui médiaient. Alors, depuis la pénalisation des clients, on a des hommes qui ont un autre rôle, qui ne sont pas seulement des coupables, qui sont toujours des coupables, puisque c'est des auteurs d'infractions. Alors, c'est vrai qu'il y a... oui, et en même temps, il faut quand même dire ce qu'est aussi la pénalisation des clients. C'est-à-dire que la pénalisation des clients, et précisément, il me semble que en soi, ça justifie pourquoi j'ai le point de vue que j'ai. C'est qu'en fait, la pénalisation des clients, ça a créé énormément de débats entre 2011 et 2016. Ça a été énormément médiatisé, etc. Les luttes ont été très intenses. C'est vraiment un moment où il y a vraiment un schisme dans le féminisme, etc. Mais pourtant, si on regarde ce que c'est en pratique, on n'a pas créé de service de police spécialement dédié à ça. C'est pas un délit, c'est une contravention. Si vous regardez j'ai plus les chiffres en tête, je suis désolée, mais en fait, c'est un nombre très limité en fait d'interpellations. Donc en fait, c'est fait un peu au petit bonheur la chance en fonction au petit bonheur la chance, pardon, de manière aléatoire, plutôt, en fonction des types de commissaires, et est-ce que ça les intéresse, est-ce qu'éventuellement il y a un parquet, est-ce qu'éventuellement du côté de la justice localement on s'intéresse à ces questions-là et on va pousser pour que la loi soit mise en œuvre, mais sinon ça reste quand même un épiphénomène en fait. Donc au fond, est-ce que ça change beaucoup de choses? Je dirais non, mais même si on regarde déjà si on regarde dans le droit, on s'aperçoit qu'en fait, la pénalisation des clients, c'est beaucoup de bruit, mais finalement, c'est juste une contravention. Comme le harcèlement de rue. Comme le harcèlement de rue, c'est pareil, c'est-à-dire beaucoup de foin. Et puis, en fait, quand on regarde du côté de l'appareil juridique, c'est pas grand-chose. Et quand on va cette fois-ci du côté de l'institution, celle qui va mettre en œuvre, du coup, là, on n'est pas en train de créer des services de police avec 50 flics qui vont faire des rondes toutes les nuits pour récupérer tous les clients de la prostitution. Et puis, donc voilà. Donc, est-ce que ça change? Non, au fond, pas franchement, quoi. Bien sûr, ça change. Par contre, ça peut changer, ça peut influer sur les représentations qu'on en a. Mais par contre, ça change pas grand-chose. Et puis, c'est pas forcément les mêmes services de police qui travaillent sur la lutte contre le proxénétisme ou la traite et sur les clients.
Alors, votre question, nos représentations qui sont façonnées par la police, et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elles sont plutôt façonnées par les associations abolitionnistes. Alors, de manière... alors, comment dire ? Enfin, il y a plus... Enfin, vous ne retrouvez pas l'abolitionniste dans le travail policier tel que je le raconte. Pour moi, il y a peut-être un peu deux manières de vous répondre. Je ne sais pas si ce sera satisfaisant pour vous, mais en fait, moi, ce qui m'a intéressée et interpellée quand j'ai fait tout ce travail, c'était... Donc, moi, je commence à m'intéresser à la question en 2006, donc vraiment le moment où il y a tous ces débats autour de l'abolitionnisme. Et j'arrive dans ces services de police et bim, personne ne parle de ces grands débats entre est-ce qu'il faut réglementer, est-ce qu'il faut interdire la prostitution, est-ce qu'il faut juste ne pas l'encadrer. Et en fait, donc, moi, en plus, j'étais dans des séminaires sur la prostitution, etc., et où tout le monde ne parlait que de ça. Et j'arrive dans ces services de police qui mettent en application cette loi qui a été énormément débattue, énormément médiatisée, et personne ne parle de ça. Et en fait, il me semble qu'un des trucs intéressants de ce bouquin, c'est d'essayer de raconter, au fond, comment le travail policier, on va dire, va retravailler, remâcher le cadre que prévoit le droit. Et au fond, ce que je raconte un peu, c'est que bien sûr, les policiers, c'est le bras armé de l'abolitionnisme, et en même temps, dans leur manière de faire, il y a plein de choses qui indiquent qu'en fait, ils ont une pratique réglementariste. Ça veut dire que, déjà, ils intellectualisent pas forcément leur positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas en train de se dire entre collègues, tiens, est-ce qu'on est plus abolitionniste ou réglementariste ? Ça, en fait, c'est surtout des débats, c'était surtout des débats théoriques et politiques. Et à côté, en fait, dans les procédures de police, quand on doit remplir quelle est la profession de la personne qu'on est en train d'auditionner, on met bel et bien prostituée. Donc en fait, là, on pourrait dire que c'est quasiment un acte d'État qui reconnaît la prostitution comme un métier. Et donc, il y a un peu toute cette ambivalence. En fait, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, au fond, ils ne se positionnent pas par rapport à ça. Et pour essayer de répondre du coup de l'autre manière à votre autre question, alors effectivement, clairement aujourd'hui, les représentations dominantes, c'est des représentations abolitionnistes. Et clairement, autant il y a une tension dans les années 2000, et il y a un abolitionnisme sécuritaire qui est en vigueur. Autant là aujourd'hui, en tout cas dans l'arène politique, l'abolitionnisme est dominant. Mais par contre. Et la police s'y est en partie convertie, au moins dans les discours. Mais il me semble que la limite de tout ça, c'est toujours, mais c'est pas que propre à la prostitution, c'est la place de la victime dans le processus pénal en France, et qu'en fait, elles sont pas particulièrement protégées. Et pardon, je me perds. Pardon. Alors, en fait, ce que j'essayais de dire quand je dis nos représentations, elles sont façonnées par les représentations policières, c'était au fond de dire un truc assez simple. C'était, au fond, quand on pense la prostitution, c'est avant tout comme une question pénale, comme un phénomène qui est très structuré par les questions migratoires et raciales, etc. Et tout ça, au départ, c'est des représentations qui sont avant tout portées par la police. Et bien évidemment, en fait, aujourd'hui, c'est plus compliqué de dire est-ce qu'en fait, c'est des représentations policières ou est-ce que c'est aussi des représentations abolitionnistes, puisqu'en fait, au fond, les associations abolitionnistes ont repris aussi ces représentations, ces discours largement à leur compte, même s'il y a en plus ce discours de la prostitution aujourd'hui comme violence envers les femmes. Il y a sans doute aussi le rôle des médias, des discours médiatiques. Ouais. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. D'abord, merci pour la conférence très claire. J'avais une question. Est-ce que pensez-vous dangereux de donner
la décision définitionnelle à la police sur le terme de proxénétisme. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser à la police une institution donc, qui est sur le terrain et qui est confrontée, qui est face à face avec la situation actuelle, de lui laisser le choix de définir ce qu'est le proxénétisme et de ce qu'est la prostitution en général, et ne vaudrait-il pas mieux espérer une définition gouvernementale ou légale par les institutions non policières? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question derrière aussi. Bonjour, déjà merci pour cette conférence très claire également. Vous avez parlé du coup du basculement avec Internet, et je pense notamment aux camgirls et du développement du travail du sexe qui rompt un peu le schéma travailleur du sexe et proxénète. Et j'aimerais bien du coup savoir ce que pensent du coup les policiers de ce développement de ce type de travail de sexe. Voilà, merci. Bonsoir. Et moi, je voulais savoir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le spectre émotionnel des policiers. Est-ce que vous avez observé la même chose chez les policières? Est-ce qu'il y avait ces trois types d'émotions par rapport à la confrontation avec les travailleuses du sexe? Vous avez parlé de vos observations ici, devant. Oui. Pardon. Je suis désolée que les masques, c'est compliqué. Oui, pas de souci. Vous avez parlé de vos observations par rapport aux policiers qui étaient nouveaux arrivants dans le service de police, et vous avez parlé notamment du fait qu'ils apprenaient des comportements notamment virilistes. Est-ce que vous avez observé une forme de dissidence volontaire de la part de certains policiers d'aller à contre-courant et de déployer de l'empathie, même après quelques mois passés dans le service, même après avoir adopté certains comportements des autres policiers? Merci beaucoup. Ok. Ok. Alors merci pour vos questions à tous et toutes. Alors, est-ce que je pense que c'est dangereux de donner à la police la possibilité de définir la prostitution et le proxénétisme? Oui, je pense que c'est une des lectures politiques qu'on peut faire de l'ouvrage. C'est-à-dire que, au fond, en définissant le proxénétisme de manière aussi large, et en particulier en y incluant ce qu'on appelle le proxénétisme de soutien et pas seulement d'exploitation, oui, on donne à la police un pouvoir un pouvoir exorbitant, en fait. Et donc, qui pose énormément de problèmes aux personnes qui se prostituent. Et donc, si on n'interdit pas la prostitution, alors il faut laisser aux personnes la possibilité de se prostituer dans des conditions relativement dignes et pas pénaliser tout ce qui fait leur quotidien. Donc oui, je pense qu'en fait, c'est-à-dire, moi je suis sociologue, je fais pas des préconisations de politique publique ou etc. Mais par contre, je pense que c'est clairement une des manières dont on peut lire mon ouvrage, quoi. Oui, en fait, c'est dangereux, surtout quand on est aussi dans des périodes où il y a une pression à faire du chiffre. Donc voilà, il faut trouver des proxénètes, donc il faut interpeller plus de monde, etc. Et donc on voit bien combien le fait de peu définir le cadre juridique a un effet délétère sur ce qu'ils font. Ouais. Effectivement, oui. Alors, le basculement avec Internet et les camgirls et les nouvelles formes de travail du sexe via Internet et les applis. Alors, alors, comment dire, moi, mes terrains, ils datent de la seconde moitié des années 2000. Clairement, moi, je suis plutôt au moment où donc, Internet se développe. Les policiers sont avant tout formés comme des policiers de terrain qui veulent faire du travail dans la rue, des surveillances, des planques, etc. Donc, Internet, c'est pas très sympa parce que concrètement, ça veut dire essentiellement, c'est trouver où le site est hébergé, des numéros de téléphone, est-ce que le site est hébergé en France, qui est le coordinateur, etc. Donc, c'est pas très, policièrement, en termes de technique policière, de technique de travail d'enquête, c'est pas hyper sexy. Et en tout cas, ça correspond pas à la formation des policiers. Donc, eux, en fait, ils ont envie d'aller dans la rue, et donc ça correspond pas à ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est effectivement ce qui se développe. Mais du coup, il y a une sorte de hiatus entre... ça pourrait être un autre angle de présentation du bouquin. C'est effectivement, il y a un hiatus entre le fait qu'eux sont des policiers qui veulent travailler
avant tout sur l'espace public et qui se retrouvent avec un travail du sexe qui se transforme. Il faut quand même le dire que jusqu'à présent, le racolage n'avait pas été pénalisé sur Internet, on n'avait pas été reconnu comme une infraction, et plus tard, les clients via Internet n'avaient pas non plus été inquiétés. Donc en fait, il y a quand même un truc où la prostitution, elle est avant tout régulée dans l'espace public. Sur les camgirls aujourd'hui, je ne sais pas exactement où on en est, puisque je n'ai pas fait de terrain. Voilà, moi, je peux juste vous dire ça. Je ne connais pas d'études sur le sujet non plus. Alors, en ce moment, il y a des sociologues qui travaillent sur les camgirls. Il y a quelques études qui commencent, qui n'ont pas encore publié. Mais, mais grosso modo, les camgirls, c'est quand même souvent... En fait, j'ai du coup des collègues qui travaillent sur les camgirls et les formes de rémunération. C'est quand même très souvent une activité d'appoint très résiduelle. Donc, qui draine des chiffres d'affaires qui sont quand même pour l'instant assez limités. Enfin, en tout cas, c'est des revenus assez limités. J'ai tendance à penser que ça ne doit pas être les cibles principales de la police en ce moment. Et voilà, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus que ça. Mais effectivement, d'un point de vue légal, ça rentrerait carrément dans la définition du proxénétisme. Enfin, en tout cas, on pourrait imaginer que les gestionnaires des plateformes, les hébergeurs des plateformes, soient considérés comme des proxénètes pour ces camgirls, si tant est qu'on estime que ce soit de la prostitution ou du travail sexuel. Voilà. Ce qui peut être débattu. Voilà. Le spectre émotionnel des policières, c'était vous, au fond, qui m'avez posé la question. Est-ce qu'au fond, les policières, elles font la même chose que les policiers ? Déjà, les policières, elles sont quand même très peu nombreuses. Et elles sont très peu nombreuses. Et comme souvent, dans le cas où les femmes sont pionnières dans des métiers d'hommes, en fait, elles sont quand même très souvent dans l'hyperconformité. C'est-à-dire qu'en fait, les policières qui étaient là, elles étaient plus dans une logique d'invisibilisation de leur ethos féminin, si vous voulez. D'ailleurs, et moi-même, quand je suis arrivée dans ces services de police, dans un univers extrêmement grivois, masculin, etc., moi, j'ai essayé de me faire disparaître en tant que femme. C'est-à-dire que j'ai tenté toutes les techniques de virilisation possibles, qui ne marchent absolument pas, pour me faire disparaître comme un individu féminin. Et donc, en fait, au fond, les policières, elles cherchent pas spécialement à être différentes, tout simplement parce qu'elles-mêmes, c'est pas seulement qu'elles interviennent vis-à-vis de ces prostituées, de ces proxénètes, de ces témoins, c'est qu'aussi elles-mêmes, elles gèrent leur propre place dans ce service et qu'elles veulent pas être désignées comme trop émotives, pas assez sérieuses, pas assez flics. Il faut quand même imaginer que dans la police, quand même, dans les représentations qui structurent le métier, en fait, la police, elle est quand même la figure... dévalorisée dans la police, c'est la figure de l'assistante sociale. Si typiquement, tu vas prendre les plaintes pour viol, t'es une assistante sociale. Et ça, c'est clairement pas ce qui est valorisé dans ces services de police, qui est avant tout la chasse aux bandits. C'est-à-dire, vous faites des enquêtes et vous allez essayer plus le bandit est violent, avec un passif lourd, etc., plus votre position en tant que flic est valorisée. Donc clairement, le truc, c'est pas de recevoir les victimes et d'écouter les victimes, sauf dans certains services spécifiques, en particulier la brigade des mineurs ou les brigades des mineurs, qui s'occupent de recevoir les victimes de violences, les mineurs victimes de violences. Et là, d'ailleurs, c'est les services de la police qui sont les plus féminisés, qui sont majoritairement féminins, et où effectivement les normes professionnelles sont complètement différentes. Mais si vous voulez, moi je suis un peu dans ce service intermédiaire où de fait on traite la sexualité. Il y a quelques femmes, mais il y en a très peu. Et clairement, c'est pas elles qui définissent la norme des manières de faire. Et donc, en fait, non, les policières, elles n'avaient pas des comportements spécialement différents. Elles voulaient surtout pas, par exemple, être identifiées comme un peu trop copine-copine avec une prostituée qui s'épancherait auprès d'elle, etc. Non, parce qu'en fait, il y avait la question du genre, c'est-à-dire, il faut être une femme flic, c'est avant tout être une flic, être flic. Et deuxième chose, c'est comment aussi gérer le fait que c'est des personnes qui se prostituent et que ça reste une identité stigmatisée. Et donc, en fait, elles ne veulent pas spécialement être associées à ça. Et en plus, aussi, une chose que je n'ai pas spécialement mentionnée, mais c'est qu'en plus, il y a des hiérarchies raciales entre toutes les différentes populations
face auxquelles les policiers se retrouvent. Donc ça joue encore plus là-dedans, quoi. Votre question sur les nouveaux arrivants, est-ce qu'il y en a qui vont faire l'apprentissage de ces comportements virilistes, mais tenter d'y résister et mobiliser d'autres et mettre en avant d'autres comportements? Pas beaucoup. En tout cas, après, c'est-à-dire que je dirais que j'y répondrais de la même manière dont je viens de répondre à la question de l'autre personne. Pardon, je ne sais pas vos noms, donc du coup, voilà. En fait, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de place pour faire de la police de manière différente, en fait, dans ces services-là. Et en plus, quand même, je pense qu'il faut aussi remettre ça dans le contexte. C'est des terrains qui ont maintenant une dizaine d'années. Je veux dire, la place des questions de genre et de sexualité n'était pas du tout la même dans l'espace public qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'en fait, c'était même pas une question, si vous voulez. Et par ailleurs, je dirais que peut-être... Je pense à un cas d'un policier qui effectivement était sur un autre registre et qui, entre autres, avait fait un début d'études de sociologie avant de devenir flic et qui, effectivement, quittait le service. Donc, en fait, de fait, là, il n'y avait pas de transformation locale des manières de faire des policiers. Et peut-être aussi pour... je viens de penser, et je suis désolée, du coup, je boucle sur les deux questions en même temps, mais... Les policières, là où elles avaient certaines fois des revendications, c'était de dire, en fait, moi, je veux bien travailler sur des hommes victimes, parce qu'en fait, comme je ne suis pas dans un rapport de séduction quand j'interagis avec, en fait, moi, ça ne me gêne pas, mais il y avait des blocages du côté de leurs collègues hommes, enfin de la majorité des collègues hommes, hein, tout le monde n'était pas, ils n'étaient pas tous sur ce créneau-là. Et aussi, il y avait des policières qui disaient, moi, avec les personnes trans, ça se passe bien, etc. Mais par contre, typiquement... personne ne voulait travailler sur les personnes trans, etc. Donc, en fait, il n'y avait pas tant que ça de jeu sur le genre qui était possible. Et puis, il faut quand même le dire, c'est-à-dire que moi, mon travail, il essaye de comprendre comment un groupe produit des normes et comment ces normes s'imposent à elles. C'est-à-dire que je n'ai pas été faire d'entretien approfondi avec chacun de ces policiers pour comprendre éventuellement leur distance ou leur malaise vis-à-vis de ces normes viriles qui s'imposaient aussi à eux. Donc voilà, moi, ce que c'est juste aussi peut-être pour répondre d'une autre manière à votre question, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu comment la norme collective se crée et quel verrouillage ça fait. Je ne suis pas en train de dire ils adhéraient tous pleinement, c'est-à-dire je pense que oui, certains étaient des gros machos et d'autres étaient probablement beaucoup plus distants de ces normes-là. Mais est-ce que ça trouvait à s'exprimer ? Est-ce que ça trouvait à s'exprimer sous la forme d'une autre sensibilité ? Pas publiquement, en tout cas. Voilà. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus justement sur comment ils travaillent avec ces hommes victimes, les trans, etc. Bon, on a vu que... Et aussi, vous avez parlé qu'il y avait un comportement différent entre les prostituées blanches et les femmes racisées. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus ? Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Ouais. Sauf s'il y a d'autres questions, d'autres qui veulent réagir sur... Bon. Et hop. Merci Sylvie. Comment ils travaillent avec les hommes victimes et les personnes... Vous avez dit qu'ils ne veulent pas travailler avec eux, mais voilà, c'est... Alors, c'est vrai que peut-être j'en ai, à force, j'en ai pas, comme je vous ai pas suffisamment raconté les enquêtes, tout ça n'est pas forcément si clair que ça. En gros, là où les policiers ont un vrai moment de latence, c'est sur le début de l'enquête. C'est un peu ça. C'est qu'il y a plusieurs manières de commencer une enquête. Soit c'est un flic qui amène un tuyau récupéré auprès d'un indique, soit c'est une injonction de la hiérarchie, soit c'est une plainte. Et en gros, ce que les policiers mettent le plus en avant, c'est les tuyaux qu'ils vont récupérer. Alors typiquement, pour récupérer un tuyau ou une information auprès d'un indique, en fait, clairement, ça implique de faire ce travail émotionnel pour que la personne fasse confiance, ait intérêt, etc., à parler et tout ça. Et là, clairement, c'est là que les policiers disent que eux, pas disent et font, c'est-à-dire que c'est là qu'ils
qui vont, j'en sais rien, moi, prendre des cafés avec certaines prostituées, parler de telle manière, prendre des nouvelles, si les inviter, enfin pas les inviter, mais les faire venir au service pour discuter après une affaire, pour qu'éventuellement elles parlent de leur nouveau proxénète, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'avec avec les personnes trans qui se prostituent ou avec les hommes qui se prostituent, il y a deux choses, je dirais. J'ai vu des personnes trans parce qu'il y avait une grosse enquête sur un réseau de prostitution transgenre originaire d'Amérique latine quand moi je faisais mon terrain. Et c'était la seule enquête qui a été faite pendant toutes ces années-là. Et clairement, il y avait un gros malaise autour du fait de travailler autour de personnes trans. Et donc, il y avait toujours des blagues qui identifiaient, en fait, ces policiers aux personnes trans sur lesquelles ils travaillaient, comme quelque chose qui était associé à la dégénérescence, à la normalité. Et donc, il y avait toujours cette idée, typiquement, le policier qui portait cette enquête, c'était pas... De fait, il était toujours en train de dire « Ah, ce serait bien de travailler sur des gens normaux, etc. » Donc là, il y avait on voyait qu'il y avait un coup sur... Je précise comme ça s'est passé il y a 10 ans. Donc c'est aussi un autre contexte sur la question sur la question trans. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste pour le légitimer, mais c'est juste pour le contextualiser. Le contextualiser, quoi. Et donc, en fait, il y avait un vrai coup pour l'identité professionnelle de travailler sur des personnes qui ne correspondaient pas... au schéma dominant de ce que serait la normalité des populations cibles policières. Et sur les hommes victimes, au sens qui était de genre masculin, en fait, là, tout simplement, j'ai pas vu d'enquête. Il y avait eu 2 enquêtes qui avaient été menées sur des réseaux d'escortes hommes depuis les années 90. D'escortes hommes, ça veut dire prostituées. Mais en gros, les policiers s'en souvenaient comme d'un truc particulièrement éprouvant. Et notamment, il y avait un de mes enquêtés qui disait quand tu dois retranscrire les écoutes, c'est pas, je fais pas la sodomie, quoi. C'est hyper trash et il faut tout retranscrire, etc. Et en fait, on voit bien et du coup, ça racontait bien le fait qu'ils voulaient pas se confronter à ça. Et il y a un moment, du coup, qui était intéressant sur mon terrain pour ça, c'est que, donc, voilà, ce que je vous racontais, c'est un milieu dans lequel on rit beaucoup, en tout cas ils rient beaucoup, ils font beaucoup de blagues, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du jeu ou de la farce, et moi je me suis pas mal intéressée à ce truc de cette place du rire, quoi, dans le travail policier, parce que c'est un truc frappant quand on observe des services de police ou quand on y est. Et à un moment, donc dans ces blagues, en fait, les policiers disent « Ah, mais tiens, on va trouver un mec pour Gwen, donc pour moi. » Et donc, ils cherchent sur Internet, ils cherchent des sites en fait de prostitution masculine pour me trouver un homme. Et donc, du coup, là, c'était un de mes enquêtés avec qui je m'entendais bien, donc ils font cette blague, voilà, machin. Et puis, en fait, ils tombent sur un site d'escorte homme. Et puis, en fait, il se trouve que ce site est hébergé en France. Puis, il se trouve qu'en fait, il y a un numéro français. Et puis, il se trouve que, du coup, en fait, il y a exactement tout ce qu'il faut pour commencer une nouvelle enquête. Et à ce moment-là, du coup... Et donc là, ça permet de montrer aussi que tous ces hommes policiers ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, du coup, cet homme qui était un de mes alliés de terrain, si on veut, comme on dit en socio, du coup, prend son ordinateur et puis va voir ses collègues et dit « Ah, mais ça y est, les gars, est-ce qu'on se lance ? On a une enquête sur les hommes. » Et puis là, effectivement, il y a ses collègues qui vont réagir de manière plus ou moins ouverte, de manière ouvertement homophobe, et qui vont dire « Ah non, on veut pas... » C'est de là que vient cette citation, on ne veut pas de tafiole dans nos bureaux. C'est-à-dire que là, ça s'est posé une fois où, en fait, par ma présence qui perturbe la situation, on va chercher de la prostitution masculine. On va avoir un réseau... On va en trouver. Et puis là, on va se dire, ah bah non. Parce que là, poup. Et donc là, mais par contre, on voit bien que celui qui propose de le faire aurait pu tenir le... pu mener l'enquête. Après, on peut aussi imaginer que s'il avait bossé sur ce réseau masculin, en admettant que l'enquête ait eu lieu, il aurait été identifié effectivement au public cible sur lesquels il bossait, et effectivement beaucoup vanné par ses collègues. Voilà. Et non, il y avait une dernière question sur la prostitution. Comment prostitution blanche, prostitution étrangère, et comment ça se différencie. Alors peut-être juste pour vous
donner juste un aperçu, c'est effectivement, j'ai beaucoup axé sur le genre et la sexualité dans tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Mais un autre élément qui est très important pour comprendre l'activité de police, c'est évidemment la question raciale. Et puis aujourd'hui, ça semble évident. Mais en fait, ce qui est... Pour le dire simplement, au fond, les policiers, ils ont en tête, c'est pas seulement qu'ils ont en tête que c'est avant tout des femmes qui sont des victimes, mais qu'avant tout, les victimes, elles doivent être blanches, vulnérables, fragiles, etc. Et donc, ils ont en tête cette victime qui, au fond, correspond aux victimes d'Europe de l'Est dans les premières vagues de migration pour la prostitution au début des années 2000. Mais en réalité, cette figure-là, elle est extrêmement minoritaire par rapport aux populations auxquelles ils se trouvent confrontés. Donc en fait, ils ont des populations qui sont beaucoup plus variées. Ils ont à la fois des prostituées d'Afrique subsaharienne ou originaires de Chine, et en fait qui ne vont pas correspondre au canon qu'ils ont de la victime, soit parce que soit d'une part parce que ce ne sont pas les mêmes, parce qu'ils ne vont pas réussir à communiquer avec elles, soit parce que les personnes ne vont pas parler, ne vont pas vouloir raconter, que ce soit sous l'angle de la stratégie ou l'angle du traumatisme. Les victimes d'exploitation sexuelle ne veulent pas forcément en parler. Et donc, en fait, les policiers cherchent en permanence, en gros, à sauver des victimes qui correspondraient à cette figure idéale de victime et qui seraient avant tout c'est une sociologue qui parle de la victime idéale, elle est blanche aux yeux clairs, et en fait qui cherche en permanence cette figure de victime qui en réalité se trouve être assez peu présente dans les enquêtes et dans les populations cibles qu'ils ont. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils perçoivent leur situation comme relativement dévalorisée. J'y vais peut-être un peu trop vite, mais en gros c'est pour dire qu'il y a aussi des hiérarchies raciales qui jouent dans les populations cibles de la police. Voilà. Mais soit vous avez d'autres questions ou remarques, mais vous pouvez aussi les faire de manière informelle, soit... Je vais peut-être vous libérer avant que vous ne soyez tous congelés en statue. En tout cas, merci beaucoup, parce que tu nous as beaucoup éclairé.